Farid DMS Deba, bonjour. Bonjour Carl Zero. Alors tu es d'abord le réalisateur de Maroc, l'innocence sacrifiée, qui est un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur Carl Zero TV. صافي ومن بعد وليت ندخل عليه رجال اخرين تيدخلهم عليا وتيديروا لي بحالو علاش فاش يدخلهم عليا تا هو تيشدوه ها باش يشدوني انا صافي ودخل عليا 5 واحد خدام معاه علاش هو السادس واحد خدام معاه تا هو دار ليا بحال هادشي فما تيجيب شي واحد تيديروا ليه هادشي عا باش يديروا ليا انا. Comme tu dois le savoir, c'est assez compliqué, c'est très difficile de diffuser ce genre de contenu dans les médias mainstream. Donc vraiment, en tournant ce documentaire, je savais que j'allais avoir des difficultés au niveau de la diffusion, mais pas à ce point. Pas à ce point. J'ai senti vraiment une sorte de chape de plomb, une sorte de non-dit malsain, je m'attendais pas à ça. Mais bon, après, il a quand même remporté quelques prix à l'international. En France, il a été diffusé nulle part, à part sur ta plateforme. J'allais dire, bienvenue au club, Farid. Bienvenue au club. Quand on parle de ça, on n'a que des ennuis. Exactement. Et bien souvent, on n'est même pas pris au sérieux, ce qui est quand même la meilleure, parce que s'il y a un sujet sérieux, s'il en est, c'est celui de la pédocriminalité. Mon ambition en faisant ce documentaire, c'était pas seulement que je m'arrête au Maroc. Parce que le titre, c'est Maroc, l'innocence sacrifiée, mais je voulais faire exactement la même chose pour France, l'innocence sacrifiée, Italie, l'innocence sacrifiée, États-Unis, l'innocence sacrifiée. Voilà, je voulais en faire une série documentaire. Malheureusement, pour moi, c'était le pilote. Et lorsque j'ai vu que je me suis ramassé, comme qui dirait, une volée de portes qu'on m'a claqué au nez, je me suis dit, c'est mal barré pour pouvoir continuer à faire d'autres numéros sur cette thématique. Tu as vu des chaînes françaises pour leur proposer de faire cette série ou pas? Oui, oui. Et ils t'ont tous refusé? Oui. Même la diffusion du documentaire, ils ont refusé. Pour quelle raison? Ils ne disent pas. C'est pas dans notre ligne éditoriale. Voilà, ça passe bien, ça. C'est pas dans notre ligne éditoriale et voilà, tout simplement. Donc bon, c'est dommage parce que ce qu'on fait comme travail, c'est quand même d'intérêt public. On essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience de ce fléau, de ce problème, et que justement on puisse protéger nos enfants face à ces dangers-là. Donc ne pas être soutenu, c'est un petit peu, je veux pas dire suspect, mais c'est dommage pour tous ceux qui donnent du temps et de l'énergie pour cette cause, mais surtout pour les victimes qui, elles, apparemment, avec ce genre de choses, cette omerta, ont l'impression d'être doublement victimes. شي خويا بالنص الليل هز بنتي ملي مشيت كنقلب لقيت بنتي ملوحه في البيت وبنت اختي ما كبر منها ناعسه وهو ناعس حداها في قلب الدار حنا في الصالون وهو في البيت وتكرفس لي على بنتي فرق عليها الوالده ودابا في الحكم ديالو كيقول دوني اختي 4 أشهر باش انا كنمارس معاها. C'est un fléau international, au-delà même de la pédophilie perpétrée par un individu, on va l'appeler voilà une personne toute seule dans son coin. Il faut aussi parler des réseaux. Et les réseaux, c'est un petit peu là-dessus que justement il y a un gros travail à faire. Mais comme tu le dis, à partir du moment où on parle de réseaux, avec des pratiques un petit peu douteuses qui peuvent paraître farfelues pour certains, parce que véritablement ça relève de l'impensable, des choses qu'on ne peut même pas imaginer ou envisager, on est taxé de délirant, voilà, c'est un petit peu problématique. D'ailleurs, c'est pour ça, je fais une petite aparté, que je voulais te présenter Ayoub, donc le père de 2 enfants marocains qui va témoigner juste après. D'ailleurs, je te remercie vraiment de lui donner la parole, justement, qui va parler de ces réseaux dont ont été victimes ces enfants pendant plusieurs années. Et
c'est incroyable. Mais je pense que ces réseaux-là ne sont pas propres au Maroc. Au contraire, c'est vraiment une tentacule à l'échelle internationale. Mais malheureusement, on va prendre les victimes dans les pays les plus fragiles. Je ne veux pas dire que le Maroc est un pays fragile, mais en France, par exemple, à mon avis, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent dans ces réseaux parce que le pays est fragile au niveau de l'application des peines. Enfin, pas seulement l'application, on va dire au niveau des condamnations. Voilà, donc c'est un gros souci. Mais il y a aussi un autre problème au Maroc, d'ailleurs. Je pense que ça rejoindra le témoignage de Ayoub tout à l'heure. C'est que il y a aussi une sorte de superstition par rapport, je ne sais pas, tu as dû en entendre parler, des enfants zouris. Voilà, qui sont des enfants avec des particularités physiques, peut-être sanguines. Enfin bon, après ça c'est de la superstition pour moi, mais on va dire que ils attirent l'attention et ils sont très prisés au Maroc ainsi qu'en Algérie pour des rituels, pour des choses complètement, enfin, qui dépassent l'entendement. Donc c'est aussi ça qui rajoute à la problématique de la pédophilie pure dans l'acte, je vais dire, criminel qui en soit, parce que là, ça va directement au sacrifice. Et lorsque je dis ça, je suis pas illuminé, c'est vraiment parce que Ah non, c'est tout à fait documenté. C'est une forme de voilà. sorcellerie qui date d'ailleurs, qui est même anté-musulmane, qui date depuis la nuit des temps, qui viendrait, semble-t-il, de l'Égypte antique et qui consiste à pratiquer des rituels sur des enfants qui sont roux ou blonds, aux yeux clairs, avec une ligne, la ligne de la chance, puisque Zouri, ça veut dire de chanceux, de la chance, Oui. et qu'on offre à des djinns. Enfin, tout ça est quand même, c'est Mais- hautement. On en rirait si, malheureusement, s'il n'y avait pas des victimes. Et c'est vrai que ça continue. Ça continue, mais il y a cette particularité pour, on va dire, pour le Maghreb, mais qui est au-delà des frontières, parce que qui n'a pas entendu des rites, on va dire, sataniques aux États-Unis, où il y a eu des enfants qui ont été malheureusement tués sur ce genre de croyances complètement aberrantes. Donc, c'est des choses qui se rajoutent, on va dire, à cette problématique de défense des enfants. Tu es également le président pour l'Europe de Touche pas à mon enfant, qui est une ONG, une association, une fondation. L'ONG, donc l'organisation non gouvernementale marocaine, qui Ouais. elle a été créée par Najet Anouar en 2004. C'est après ma rencontre avec Najet en 2008. J'étais en déplacement à Agadir pour un événement culturel. Donc ce sont des amis qui nous ont présentés. Et puis c'était un petit dîner qu'elle organisait. Et lors de son dîner, elle nous a fait part de son combat, justement contre la pédophilie. Moi, pour te dire la vérité, à l'époque, j'étais complètement à milieu de m'imaginer ce qui pouvait se passer. Et donc, c'est après cette rencontre incroyable qui, entre-temps, s'est construit, voilà, c'est devenu plus qu'une amie, c'est vraiment une grande sœur pour moi. Donc, c'est depuis cette rencontre-là que, voilà, elle m'a un petit peu, comme qui dirait, happé dans son organisation. ماشي حنا نخليو هاد الاطفال هادو حتى يكتشفوا هذيك يعني كل ما هو جنسي عبر الانترنت، لان حنا كنعرفوا شنو كاين في الانترنت وكنعرفوا على ان الطفل راه هو تيمشي وتيقلب وتيكتشف. فمن الافضل ان هذه الثقافه الجنسيه نعطوها له مضبوطه بشكلها الصحيح، ولكن في المدرسه ويأطروها يعني الاطر ديال التربيه والتعليم. Il faut savoir que cette femme, qui est pour moi vraiment exemplaire, a été la première femme véritablement au Maroc à, comme qui dirait, briser les tabous et on va dire parler publiquement du problème de la pédophilie au Maroc. D'où vient cette image? Parce qu'on a quand même beaucoup parlé du tourisme sexuel dans certaines villes, notamment Marrakech. On a même évoqué, souviens-toi, des ministres français. Il y a deux noms qui viennent à l'esprit de tout le monde quand on parle de ces affaires et qui, à chaque fois, ont été sortis par la police, secrète ou pas, mais enfin, ont été sortis de l'affaire par le Maroc, comme si le Maroc marchait sur des œufs vis-à-vis de hautes personnalités françaises, et comme si, finalement, au Maroc, on tolérait ça. C'est pas vrai ou c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je peux pas, sincèrement, le Maroc tolère pas ça, et je pense pas que au niveau je vais pas parler du gouvernement, mais je pense plus au niveau du roi. Je pense que, au contraire,
Bien au contraire, c'est une, je ne veux pas prendre cette analogie, mais une épine qu'il aimerait bien retirer de son pied. Pardonnez-moi pour cette analogie un petit peu cavalière, mais disons que c'est pas souhaité. C'est pas souhaité, c'est une mauvaise image pour son pays, pour le Maroc, il le sait, j'en suis persuadé. Et sincèrement, quand j'en parle avec les Marocains, en règle générale, c'est pas une image qu'ils aiment qu'on véhicule. Et c'est plus, on va dire, par rapport au fait de ministres français ou de personnalités françaises qui ont baigné dans la pédophilie, qui, de par leurs actions et de par leur impunité au niveau de l'international, fait que on a pu dire que le Maroc était une destination, on va dire, pour les délinquants sexuels. Quand tu es arrivé pour tourner ton film Maroc, l'innocence sacrifiée, comment as-tu été reçu par les autorités? Tu as dû demander des autorisations? Ils étaient d'accord? C'était compliqué? C'était simple? Comment ça s'est passé? Alors sincèrement, même moi j'ai été surpris. Ils ont été extrêmement bienveillants et ils m'ont ouvert totalement toutes les portes. Ça a été d'une facilité incroyable. Naturellement, ça a été aussi grâce à l'aide de Najat Anwar, donc la présidente de Touche pas à mon enfant, parce que c'est grâce aussi à son travail incroyable qui m'a permis de me faciliter les choses. Mais en règle générale, le documentaire, la thématique sur laquelle je travaillais, n'a pas posé véritablement problème. C'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas envie qu'on passe ça sous le tapis. Ils ont envie que les choses changent. Voilà, c'est pour ça que les lois existent. Ils ont envie que leur pays ait, on va dire, une image beaucoup plus, enfin, moins axée sur ce fléau. Farid, monsieur Ayoub vient de nous rejoindre. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux résumer ce qui est arrivé à ces deux enfants? Ayoub, c'est une histoire particulière que Touche pas à mon enfant, donc au Maroc, a pris en charge. C'est un papa qui a découvert, par le témoignage de ses deux enfants qui étaient petits, ils ont été abusés à plusieurs reprises sur plusieurs années par des amis de leur mère. Donc au moment où Ayoub était pas dans le domicile conjugal, familial, lorsqu'il travaillait en dehors de la ville, bah, apparemment la mère organisait des parties fines avec des adultes et les adultes justement abusaient de ses enfants. Mais au-delà de ça, il semblerait que les enfants ont été témoins de rites un petit peu bizarres, on va dire des rites sataniques. Voilà, et donc pour nous, cette problématique cette affaire qui pour moi est ahurissante, dépasse l'entendement, mérite d'être suivie, mérite d'être médiatisée, et ces deux enfants, ces deux jeunes garçons, méritent d'être soutenus. Le papa également, voilà, parce que c'est une famille brisée, comme tu peux l'imaginer. Et nous, au niveau de Touche pas à mon enfant, on le soutient à 200% sans aucun problème. Et on espère véritablement que son affaire prendra de l'ampleur au niveau médiatique. D'ailleurs, je te remercie sincèrement, Karl, de pouvoir justement en parler là, lors de cette interview. C'est très important parce que à chaque fois qu'on parle de réseau, on nous dit que ça n'existe pas. Et quand on parle en plus de pratiques sataniques, on nous dit que ça n'existe pas. Et là, monsieur Ayoub est là pour témoigner du contraire, puisqu'il s'agit de ses propres enfants. On va lui donner la parole. Monsieur Ayoub, bonjour. Bonjour, monsieur Karl. Bonjour, monsieur Farid. Là, si j'ai bien compris, vous êtes en appel contre les prédateurs de vos deux enfants qui précédemment ont été condamnés, mais pas à des peines qui vous paraissent suffisantes. Est-ce qu'on peut déjà rappeler les faits, ce qu'ils ont fait endurer pendant des années à vos deux petits-enfants? Mes deux enfants m'ont raconté des choses que je ne croyais pas au début parce que avant, ils m'ont parlé des gens qui faisaient des danses. Pour eux, les danses, c'était des orgies, des possessions, faisaient des sexes hommes entre hommes, femmes entre femmes. Ça, je n'ai pas compris, moi. Avant, ils appelaient ça comme des danses. En arabe, c'est comme des appellations pour les dessins animés.
Il me disait, Raqsat al-Arnab, c'est la danse du lapin, la danse du râteau, la position de l'araignée, etc. J'ai compris qu'il y avait de l'adultère, des orgies. Il me parlait aussi d'opérations de trafic de drogue. Donc, j'ai déposé la plainte. C'était la première plainte, je l'ai déposée le 24 août 2020. Donc, j'ai laissé mes enfants ici parce que j'habite à Nadour et les faits se sont déroulés à Tanger et aux environs. Donc, je suis retournée, Monsieur Karl, j'ai pris mon enfant qui avait à l'époque 8 ans et son petit frère qui avait 6 ans. Je lui ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça au début. Il m'a dit, j'avais peur pour toi, papa, j'ai été menacée avec une arme. Donc, ça a commencé avec la menace avec une arme. Donc, j'ai décidé de ramener mon enfant chez un psychologue qui m'a confirmé que mon enfant souffrait d'angoisse et nécessitait un suivi psychologique. À partir de ce moment, à chaque fois que je ramenais les deux enfants chez la psychologue, elle me racontait des trucs bizarres. Il me disait, papa, tu sais, maman, elle mangeait des excréments. Maman, elle faisait ça, des trucs que je ne comprenais pas. Le jour, après 2 mois, le petit qui avait 6 ans et demi, il me dit, papa, tu vois, le monsieur, c'était un policier, il prenait son zizi et me faisait derrière et commençait à danser. À la fin, il a fallu pisser sur moi, son urine était très chaude. J'ai compris que c'était un abus sexuel. J'étais sur l'autoroute, j'ai failli avoir un accident, donc je me suis arrêtée. Je me suis calmée, j'ai appelé la psychologue qui m'a demandé de voir avec un pédopsychiatre. C'est les faits, l'histoire, elle commence à partir du jour où j'ai vu le pédopsychiatre. Parce que le pédopsychiatre, sur son rapport que j'ai envoyé à M. Farid, il me confirme que les enfants, ils ont été victimes d'abus sexuels pendant plusieurs mois et qu'ils étaient menacés et qu'ils avaient peur pour la vie de leur père et de leur frère. Donc, après, j'ai déposé une plainte à Tanger, mais ça, c'est une histoire. Donc, je suis un peu vos reportages. À Tanger, la personne qui était responsable de l'affaire, c'est pire. Alors, je vous donne un exemple. Il commence à poser des questions futiles et banales qui n'ont rien à voir avec les agressions sexuelles. Puis, il sort pour se laver, pour faire la prière. Et il nous dit, attendez, vous allez sortir, on a une intervention, je vais revenir. Donc, l'enfant, il ne pouvait pas répondre. Donc, il a pris quelques questions, quelques réponses. Et après, on est parti. Avec le temps, les enfants, ils me disent, papa, les gens, ils mélangeaient des excréments, de l'urine, du sang, et qu'ils mangeaient. Donc, pour eux, l'urine, moi, j'ai compris avec le temps, ils me disaient, l'urine, il avait une couleur semblable à celle du lait. Donc, j'ai compris que c'était du sperme. Donc, en posant des questions aux enfants, et ils me racontent que les gens se faisaient entailler le bras. Il y avait plus d'une douzaine d'hommes et femmes. Ils s'entaillaient les bras. Ils prenaient le sang qu'ils mettaient dans les bouteilles en plastique. Ils mélangeaient ça avec les excréments. Avec les excréments et les spermes. Les enfants, ils me disaient, ils urinaient dans des ballons. Alors, c'était des préservatifs. Donc, ils mélangeaient tout ça, ils me le mettaient dans un seau, un grand seau en métallique. Puis, ils prenaient chacun un petit seau, ou bien à partir du grand seau, ils buvaient ce mélange-là avec des pailles. Il me disait, je vais vous dire quelques... Il me disait que les gens, ils avaient des chaises roulantes avec comme une sorte de toilette. Ils avaient 6 chaises. Ils faisaient leurs besoins dans ces chaises-là. Et après, ils mélangeaient, ils mangeaient ça. Ils faisaient des prières, la prière dans la toilette. Ils partaient par binôme. Il y avait un homme, une femme. Ils allaient au niveau des toilettes, des cafés, qui sont donc dans plusieurs cafés. Ils ramassaient les papiers hygiéniques usés qu'ils léchaient à la maison ou bien dans d'autres lieux. Mais le pire, Monsieur Karl, c'est quand l'enfant m'a dit, tu vois, papa, j'ai vu des corps humains.
Bah, j'ai cru que c'était des poupées, des mannequins. Il m'a dit non, papa, il prenait un corps des enfants, il prenait une partie des fesses avec laquelle il préparait des barbecues. Oh, Donc, je vois, ils sont à côté de moi. Mais ils ne comprennent pas en français, mais les détails, c'est eux qui les connaissent. Moi, j'arrive. Pour vous dire, Monsieur Karl, mes enfants, ils ont enregistré 472 audios que j'ai envoyés à Monsieur Farid. Et si vous leur posez une question sur n'importe quel audio, ils vont répondre avec le détail. Ils connaissent telle personne qui dort avec telle personne, les gens qui les ont agressés, ils étaient des homosexuels. Les femmes, ils dormaient entre femmes. Ils obligeaient les garçons à prendre les organes génitaux des agresseurs. Et il me disait que, papa, tu vois, quand tu venais chez nous, il y avait l'amant de maman, un certain Abdeslam, et c'est un baron de la drogue. Il avait des épées. Il nous disait, si vous dites n'importe quoi à votre père, je vais lui couper le bras, et prenez un bras, je sais pas où ils ont trouvé ces corps-là, il coupe le bras du corps. Donc les enfants, moi je n'ai jamais fait attention aux comportements anormaux des enfants, parce qu'ils insistaient pour que je dors avec eux. L'enfant qui a maintenant 8 ans, il faisait ses besoins sur lui, alors que je lui ai déjà enlevé les couches, mais j'ai jamais vu des trucs pareils. Beaucoup de choses. Et il mettait l'étoile de David sur le sol avec des chandelles. Combien de chandelles? 5-6 chandelles qu'il mettait aux extrémités. La maman qui était, je pense, la gourou, je sais pas comment il faisait ça, il s'agenouillait, il pratiquait du sexe, il faisait l'amour sur l'étoile, ou bien il se masturbait. Là, l'enfant, il ne comprend pas ce que ça veut dire masturber, mais il dit, parfois, il me dit, maman, il faisait des trucs bizarres avec le vide. C'est comme s'il faisait l'amour avec un démon, ou bien je sais pas comment expliquer ça. c'était de la sorcellerie? À chaque fois que je dis que j'ai compris, je dis je n'ai rien compris. Et ça avance. C'était la sorcellerie et c'était pire. Parce que je vais vous dire une chose, Monsieur Karl, au Maroc, on a ce qu'on appelle les enfants zohri. Oui. Les enfants zohri, ce sont des enfants qu'on sacrifie. Mes 2 enfants, ils m'ont dit, tu sais papa, un jour, Abdeslam, il a mis l'épée sur ma poitrine. Il m'a dit, je vais te gorger ce jour. Et là, il l'a fait saigner. Sa maman lui a répondu, attends, ne fais rien, on a encore besoin d'eux. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire zohri, comment les gens arrivent à identifier, mais j'ai ramené chez quelqu'un qui comprend très bien ces choses-là. Il m'a dit, tu sais, je veux pas te faire peur, mais tes enfants, ils sont zohri. Fais très attention, un jour, ils vont les choper et peut-être les égorger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes flouté, que Ayoub, ça n'est pas votre vrai nom. Vous avez peur? Vous avez peur d'une vengeance de ces personnes-là? Bien sûr que j'ai toujours peur. J'ai peur, j'ai changé. Et ils sont venus chercher les enfants plusieurs fois. J'ai déménagé. Ma nouvelle adresse, je ne l'ai pas encore communiquée. J'ai pas refait mon passeport, ni celui des enfants, ni ma carte d'identité, parce que j'ai peur qu'ils trouvent mon adresse. Ça d'un point. Le deuxième point, c'est que mes enfants, maintenant, ils commencent à grandir. Ils ne veulent pas que les gens connaissent leur vraie identité. Bien sûr. Ils comprennent ce qui leur est arrivé. Avant, pour eux, tu vois, ils étaient agressés sexuellement. Ils ont vu les hommes se faire sodomiser entre eux. Les enfants, comme par nature, ils comprenaient que c'était pas bien, mais ils ne comprenaient pas ce que ça signifiait. Maintenant, ils comprennent. Et psychologiquement, comment ils sont? Psychologiquement, ils suivent avec une psychologue, ça fait presque 3 ans. À chaque fois que la psychologue me dit ok, c'est fini, mais l'enfant, celui qui a 8 ans, qui a 9 ans maintenant, il dort toujours à mes côtés. Je le mets dans son lit, dans sa chambre. À 2h, 3h, 4h du matin, il se réveille et il vient dormir avec moi. Ils ont peur du noir, ils ont vraiment peur. Et ce qui est malheureux,
ce que ces enfants-là, on leur a fait vraiment souffrir, Monsieur Card. Deux enfants qu'on fait venir de Nador à Tanger 8 fois pour voir la police, juste pour approfondir les investigations. Je leur donne le nom du policier qui les a agressés et il modifie les noms. Il modifie les noms. Même j'ai identifié des agresseurs avec des photos. Et lorsqu'on part devant l'adjoint, le substitut de procureur, il nous ramène une personne qui n'a rien à voir avec la plainte. Je fais une autre plainte au niveau du parquet général à Rabat. Ils me disent, on a perdu le CD. Et lorsque je fais la plainte, ils me disent, pourquoi vous avez fait cette plainte? Non, on a ce CD. Donc, c'est une complaisance, c'est une connivence entre plusieurs personnes parce que les gens de la drogue, ils sont tellement puissants. Et surtout avec le principal suspect qui est Abdeslam, qui est en fuite, en délai de fuite. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le laisser échapper. En principe, c'est quelqu'un agresse un enfant et que l'enfant l'identifie avec 3 ou 4 présentations devant le procureur, il doit être mis aux arrêts, en garde à vue. Alors que je vous raconte la petite histoire de ce Abdeslam, il y avait un suspect que les policiers n'ont pas ramené au début. Donc, ils l'ont mis avec plusieurs personnes dans une chambre derrière des vitres. Et les enfants, on l'identifié de premier coup. Le problème, c'est qu'en arrivant au sein de la préfecture de police, le Abdeslam, ce baron de la drogue, il était avec l'officier chargé de l'affaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il a su que les enfants ont pu identifier l'agresseur? Le lendemain, il ne s'est plus présenté au tribunal. Farid, tu veux intervenir? Oui, justement, j'aimerais bien que Ayoub puisse nous parler de ces rendez-vous justement dans cette fameuse ferme, mais surtout qu'il puisse décrire, enfin, les enfants qui lui ont raconté les faits dans cette fameuse ferme, et surtout les gens qui fréquentaient cette ferme-là. Et c'est dans cette ferme, parce qu'il y a 2 lieux apparemment, l'appartement, donc, enfin l'habitation de Ayoub avec sa femme et ses enfants, qui était un lieu de viol, de crime, mais il y avait un autre lieu, donc cette fameuse ferme, qui était apparemment en dehors de la ville, elle n'est pas identifiée pour l'instant, dans laquelle les enfants ont séjourné plusieurs fois, et c'est dans cet endroit-là que justement ils ont assisté à ces fameux rites. Mais j'aimerais bien que Ayoub approfondisse un petit peu justement ces rites-là dans cette ferme, et surtout comment les enfants ont identifié ces gens-là, mais quel genre de personnes étaient dans cette ferme-là. Je crois qu'Ayoub a compris là où je voulais en venir. Ces gens-là, ils étaient je peux les diviser en 2 catégories. Il y avait les gens qui étaient généralement chez moi, donc ceux qui faisaient des rites sataniques avec des excréments, des orgies, etc. Mais des fois, les enfants, ils étaient drogués et on les emmenait dans un lieu isolé qui n'était pas dans un milieu citadin. Donc, ils étaient à l'extérieur de la ville. Donc, dans cette ferme, les enfants, ils ont donné les détails de la ferme. C'est-à-dire la clôture, comment elle était, la porte, la maison qui était une grande maison. Donc, ils ont dit que c'est à peu près 200 mètres carrés qui était bâti. Donc, c'était un sous-sol et un deuxième sous-sol et 4 niveaux. Il y avait des voitures de luxe, des Porsche, des Ferrari. Ils ont identifié les couleurs des voitures, le type de voiture. Et en sous-sol, ils avaient des voitures et ils avaient des frigos où il y avait des parties de corps humains. Donc, il y avait des corps humains. Et ils ont une grande salle informatique vitrée qui était peinte en blanc. Et ils avaient des caméras. Donc, pour rappel, les enfants, ils étaient filmés. À chaque fois que les agresseurs abusaient des enfants, ceux-ci utilisaient un téléphone portable et un appareil, et c'était toujours le même téléphone et le même appareil. Donc, ils n'utilisaient pas plusieurs appareils. Avant de partir à la ferme, les enfants m'ont dit que ces gens-là les obligeaient à boire une sorte de jus d'orange. Donc, c'était un somnifère. Les enfants étaient endormis à partir de Tanger, et lorsqu'ils arrivaient à la ferme, ils se réveillaient. Là, dans la ferme, c'était toujours la même chose. C'est des orgies, la drogue,
le sexe, les corps humains. Donc, ils sacrifiaient des corps humains. Parfois, ils sacrifiaient des chevaux. Donc, ils ramenaient un chevaux qu'ils mettaient sur un étal et qu'ils égorgeaient et qu'ils mangeaient. C'est là où ils ont vu les barbecues avec de la chair humaine. Parfois, ils avaient une sorte de tente. Ils restaient dehors dans des tentes, des petites tentes par binôme, c'est-à-dire un homme, une femme ou bien deux hommes. Et ils se prosternaient devant la lune avec des périodes bien déterminées. C'est quoi encore? Hein? Oui, oui. Le pire, c'est qu'ils s'entraînaient à utiliser des armes à feu. Donc, pour que M. Karl et vous, M. Farid, soyez au courant, donc j'ai fait une autre plainte après la fin des investigations. Donc, mes enfants, ils ont été entendus par la Brigade nationale de la police judiciaire à Casa pendant 3 jours. Et c'est, M. Farid, vous savez ce que ça veut dire, la Brigade nationale de la police judiciaire. Donc, c'est même moi qui est un adulte, si je mens, et ils peuvent tout de suite le découvrir. Donc, mais les enfants, ils sont restés 3 jours. Les enfants, ils n'ont changé aucun mot. Donc, tout ce que je vous raconte, et surtout sur les 472 audios, les enfants, ils ont tout expliqué avec le détail. Mais ce qui nous ramène aux investigations de M. Karl, c'est que les enfants, ils ont vu des gens masqués. Des gens masqués avec des capes et des couleurs bien identifiées. Et derrière leur cape, ils étaient identifiés avec des lettres, que ce soit en arabe ou en français, et des chiffres. Ils ne s'appelaient pas par leur nom. Il y avait même des gens qui étaient habillés avec les habits traditionnels arabes. C'est la kifia et le zéro sur la tête. Donc, ça fait penser quoi? À une société secrète un peu? C'est ce que j'ai compris. Les enfants, ils ont été témoins que ces gens-là, ils se réunissaient dans un coin isolé, je ne sais pas dans quelle région, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Il y avait une sorte de minibus qui prenait ces gens-là et qui les faisait venir dans cette ferme. Le chauffeur de minibus, c'était le fameux Abdeslam, qui est toujours en fuite. Et ils étaient combien en tout? Entre 30 et 50 personnes. Ah oui. Un autre détail, c'est qu'ils étaient tous des hommes. Il n'y avait pas de femmes avec eux. Pour ce qui est pas de ces 50 personnes, mais pour ce qui est des personnes au départ, ils ont été condamnés, non? 4 des personnes ont été condamnées. Les autres, le juge d'instruction, il a libéré le policier. Alors que c'était le principal accusé. Il a libéré le mari de la grand-mère des enfants parce qu'il a abusé de psy. Ils n'ont pas fait appel à d'autres suspects qu'on a identifiés. Les gens, au début, ils ont nié qu'ils se connaissaient entre eux. Ils ont dit qu'aucun ne connaissait l'autre. Il y avait un témoin, une femme, qui a témoigné que ces gens-là se connaissaient entre eux et qu'il y avait une relation entre eux. Là, ce témoin-là, il est mort juste après avoir mis un bébé au monde. C'était le 17 février 2022. Mais je doute fort que cette femme-là soit tuée parce que sa mère, elle a voulu avoir le rapport d'autopsie de médecin à Tanger. On ne lui a rien donné. Et ça reste un point d'interrogation. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle est morte naturellement? Personne n'a cherché à savoir. Aujourd'hui, vous faites appel? Oui, je fais appel. Toujours contre ces personnes-là ou vous voulez qu'on entende à nouveau le policier et tous les autres? Chaque fois, on reporte parce que le policier ne vient pas au tribunal. Mais la partie adverse, il essaie d'embrouiller l'affaire. Et de me dire que ça, c'est suffisant, on a 11 ou 12 personnes, pourquoi faire venir le policier? Autre point, M. Karl, c'est que le juge d'instruction, moi j'ai déposé plainte contre 15 personnes, il a pris 6 ou 8 des personnes que j'ai accusées d'avoir abusé ou bien assisté aux abus contre mes enfants, et les a fait comme témoins. J'ai jamais vu un accusé devenir témoin. Ça veut dire qu'il y a une forme de laxisme et de protection au sein de la justice, comme on le voit d'ailleurs également en France. Le pire, ils nous ont appelé le 5 avril 2021 pour que les enfants puissent identifier les agresseurs
et les confronter. Donc, ils ont confronté leur mère, leur grand-mère, la bande qui faisait partie de la bande, le baron de la drogue, et une autre personne, c'est un entrepreneur qui aussi faisait partie qui a agressé mes 2 enfants. La loi marocaine stipule que lorsque vous confrontez ces gens-là au niveau de la police judiciaire, le lendemain, on vous présente chez le procureur. Alors moi, on a été présenté le 5 avril. J'ai attendu avril, mai, juin, juillet, jusqu'à soit parti au tribunal de Tanger. Le mois de novembre, ils m'ont dit non, on attend de trouver un certain Rachid Moutlamot. Si vous voulez qu'on les diffère, on va les différer le mois 11. C'est une sorte de laxisme que j'ai jamais vu, ni lu, ni entendu ailleurs. Ça reflète bien un petit peu ce que j'avais dit au départ. C'est-à-dire que les lois existent. Mais ensuite, c'est le bon vouloir des gens qui investiguent et puis ensuite qui jugent derrière, qui posent problème. Au-delà de ça, c'est aussi, il y a une problématique que je relève aussi dans mon documentaire, c'est le fait de ramener à chaque fois les enfants lors des investigations, toujours, et c'est une torture. C'est-à-dire un enfant, il est traumatisé déjà par ce qu'il a vécu, mais lorsque il y a investigation au niveau de la police, notamment les 8 allers-retours dont Ayoub a parlé, plus les 3 jours à Casablanca, prouve bien que comme quoi on ne peut pas faire subir ça à des enfants de cet âge-là. C'est pas des adultes. Donc on rajoute en plus du mal-être des enfants une autre charge mentale, une autre charge psychologique qui serait intéressant justement de réformer. Pourquoi pas enregistrer les témoignages des enfants et faire circuler ce témoignage. Et s'il y a besoin de précision sur les questions, eh bien les préparer après avoir fait visionner à l'ensemble du circuit d'investigation et de justice les vidéos. Et si à partir de ça ils ont des points supplémentaires, eh ben on rappelle une 2e fois l'enfant pour s'exprimer encore devant la caméra et on s'arrête là. Mais là ça devient du délire. 8 fois on entend les enfants, plus 3 jours d'investigation, enfin derrière d'interrogatoire, je veux dire, c'est impensable. C'est la même chose. C'est la même chose en France. Oui, mais ça les victimes d'endroit en endroit. Oui. Il y a des juges différents, il y a des psychologues différents, et ça n'en finit jamais. Et ça épuise les victimes, évidemment. Justement. Et c'est ce genre on va dire, de façon de faire qui décourage les victimes justement à se défendre, parce que on a l'impression que ce genre de parcours du combattant est mis délibérément en place pour décourager les plus fragiles. Déjà, ils sont fragilisés par leur statut de victime, mais en plus de ça, on leur met encore la tête sous l'eau avec un process complètement effarant. Donc, c'est là-dessus qu'il faudrait réformer le système justement de prise de témoignage des victimes au Maroc, comme tu l'as si bien dit, en France également. Monsieur Ayoub n'est pas découragé du tout, il va aller au bout, je le sens. C'est pas 8 fois, monsieur Karl. Ils sont partis à la police 6 fois. 8 fois au tribunal, avant le premier jugement. Et actuellement, on va partir pour la 8e fois, lorsqu'on a fait appel. Pour la psychologue, on a une 20aine de fois. Donc, on est obligé de voyager. Parce qu'on n'a pas de psychologue qui est spécialisé dans ce domaine ici, en cette ville. Et pire, c'est pas question d'enregistrer, monsieur Karl, monsieur Farid. C'est que lorsqu'on a une personne ou bien un responsable qui a une certaine connivence et une complaisance avec les accusés, il ne pose pas de vraies questions. Tu sais, l'enfant, il lui dit, j'ai été abusé, il donne le détail du zizi des mecs qui les ont abusés, il lui dit, qui a fait, lorsque ce monsieur était en train de t'agresser, qui fermait la porte? Que faisait ton frère? Et qu'est-ce qu'il regardait à la télé? Et après, il lui dit, mais qui descendait ouvrir la porte? Mais qui fermait la porte? Du moment qu'il sent que l'enfant donne les détails et donne des réponses qui sont claires et bien définies,
Il ne pose pas les vraies questions ou bien les questions qui sont objectives, qui cherchent à trouver, à confirmer l'abus sexuel ou bien les agissements autres. Ça veut dire, En plus, il y a totalement. un responsable au niveau des tribunaux qui à chaque fois, il veut écrire. Si la personne n'est pas bien instruite ou bien ne comprend pas, il peut t'écraser. Il te dit, non, les enfants n'ont aucune trace. Les traces des abus sexuels, elles restent 20 ans. Mais ça, c'est un haut responsable du tribunal. Je ne sais pas où il a trouvé ces 20 ans, alors que j'ai étudié toutes les recherches sur les abus sexuels. Il y a des abus sexuels dont les traces disparaissent après 24 heures, 3 jours, une semaine. 20 ans, je ne sais pas où il a trouvé ça. Et le pire, les enfants, ils ont été abusés pendant plusieurs années, plusieurs mois. Ils me l'ont raconté après 7 ou 8 mois, date du dernier abus sexuel. Ils me demandent de faire l'expertise. Vous savez ce que c'est que l'expertise dans notre hôpital? C'est que le médecin, il prend son doigt, il le met dans l'anus de l'enfant qui commence à crier parce que l'enfant, il a été déjà victime d'abus sexuels et que la Convention des Nations Unies interdit cette pratique-là. Lui, il met son doigt dans l'anus de l'enfant, il vous dit, non, il n'y a pas de trace. C'est ça ce que je veux faire entendre aux gens pour que les gens comprennent ce qui se passe. Oui, c'est effrayant. Et l'enfant au tribunal, c'est pire. Il nous fasse venir à 9h, on reste jusqu'à midi pour qu'ils nous appellent, et puis ils nous disent, on reporte. Et le jour du jugement, on est resté de 8h jusqu'à 22h au tribunal. Et le jugement a été prononcé vers 5h du matin. Un enfant qui reste au tribunal pendant 16 ou 14 heures, vraiment, c'est du jamais vu. Et pire, il faisait des reports. Les enfants, la partie adverse, on voulait kidnapper les enfants à l'intérieur du tribunal. On a été attaqué par une vingtaine ou 30 personnes. Heureusement qu'il y avait des avocats qui ont protégé les enfants parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose allait mal. J'ai fait une plainte, j'ai dit aux gens, voilà, vous pouvez consulter la vidéosurveillance et vous allez trouver les agresseurs qui voulaient kidnapper mes enfants. À ce jour, rien n'a été fait. Merci, Monsieur Ayoub, pour le courage que vous avez de nous raconter ce calvaire. J'espère que la justice marocaine va être efficace. J'ai confiance dans la justice marocaine parce que, vous savez, avec tout le calvaire qu'on a dû supporter, le jour du jugement, le juge que je respecte, que je salue à partir de votre chaîne, il a posé une multitude de questions aux enfants. L'avocat de la partie adverse, il a posé plus d'une cinquantaine de questions aux enfants. Ils ont répondu clairement et avec le détail près, sans aucune faute. Ça, j'espère que tous les juges sont pareils à celui qui a prononcé le jugement, même si c'est pareil que le jugement était insuffisant, mais c'est pas de sa faute, c'est pas là pour le défendre, mais c'est la faute aux gens qui ont fait les investigations, les recherches depuis le début. Farid, le mot de la fin? Oui, déjà, le mot de la fin sera évidemment pour ces deux petits anges que je salue, que j'embrasse. De tout mon cœur, ils ont mon soutien. Il faut pas les oublier, il faut les soutenir. J'espère qu'à travers ce témoignage sur ta chaîne, Karl, il y aura un élan de soutien pour Ayoub et pour ces deux petits anges, parce que sincèrement, à travers ce témoignage, il y a une multitude malheureusement d'autres affaires qui restent dans l'ombre. Mais bon, on peut pas me faire la lumière sur toutes ces affaires. Donc, soutenir celle-là, déjà, ça sera, comme qui dirait, montrer qu'on reste pas insensible à ce genre de situation, à ce fléau qui gangrène tous les pays dans le monde. C'est pas spécifique au Maroc, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises. Et merci en tout cas une nouvelle fois, Karl, pour donner la parole aux victimes, donner la parole à ceux qui essayent d'œuvrer pour justement mettre en lumière ces situations. Et merci encore pour ta plateforme et pour ton courage, pour la diffusion de tous ces films, ces reportages, ces interviews qui dénoncent véritablement ce fléau qui est
la pédocriminalité, la pédophilie. Et je remercie également Ayoub, courage à lui, courage à sa famille, qui se reconstruisent tous les trois bien comme il faut. Et je remercie le petit mot de la fin, je remercie Najat Anwar, donc la présidente de Touche pas à mon enfant, qui œuvre, elle, vraiment incroyablement bien au Maroc et qui essaye vraiment de faire bouger les lignes et de changer les mentalités. C'est pas facile, c'est très compliqué, à s'y attelle tous les jours. Et j'espère que par rapport aussi à ce report, enfin cette interview, on pourra lui témoigner beaucoup de respect, beaucoup de courage, parce que grâce à son travail, sur plusieurs années, elle a réussi à faire changer un petit peu, à faire évoluer, on va dire, les mentalités au Maroc, et surtout à secourir énormément de victimes. Mais c'est pas fini, il y a beaucoup trop de victimes et pas assez, malheureusement, de moyens mis à disposition pour que cette ONG puisse travailler convenablement. Donc, courage à ma sœur Najat et courage à toutes les victimes. Merci encore, Karl. Merci Ayoub et bisous aux enfants. Merci à tous. Merci.